Bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise. Le gouverneur de la région de Niamey a entrepris une série de visites dans plusieurs quartiers de la capitale touchés par les inondations provoquées par les fortes précipitations enregistrées ce matin. Objectif, constater de visu l'ampleur des dégâts occasionnés. À suivre également dans ce journal un dossier consacré à la CEDEAO, sa mission, le nombre de pays qu'elle regroupe ainsi que ses institutions. Toutes ces précisions sont à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Suite donc aux fortes précipitations enregistrées ce matin dans la capitale, plusieurs quartiers de la ville ont été inondés par les eaux. Et très tôt ce matin, le gouverneur de la région de Niamey a donc initié une tournée dans les quartiers concernés à l'effet de constater des visu l'ampleur des dégâts occasionnés par la pluie. Le reportage est signé Isidore Banaba. Aussitôt informés que certains quartiers et villages périphériques de la capitale sont touchés par des inondations, le gouverneur de la région de Niamey et le président de la communauté urbaine se sont rendus sur les sites inondés. Première étape, les villages de Losogungu et de Gabagoura, dont la cause de l'inondation semble être les travaux de construction de la nouvelle voie bitumen. Naturellement, des doléances ont été formulées par les populations, visiblement maîtrisées par le phénomène. En réponse, l'ordre a été donné à la société Satom de prendre des mesures qui s'imposent en vue de protéger les habitants et leurs biens des inondations. Le gouverneur et sa délégation se sont aussi rendus au quartier Bobiel où les populations font face à un récurrent problème d'inondation. Comme les autres années, ce quartier est coupé en deux par des eaux de pluie cette année encore. Plusieurs autres quartiers ont été visités par le gouverneur. Dans certains endroits non encore touchés par les inondations, les autorités locales veulent prendre des mesures en vue de parer à toute éventualité. Il s'agit de Bassora et de Poudrière dans le 3e arrondissement. À Amidou Garba d'ajouter que la lutte contre les inondations et autres maux qui assaillent la capitale doit être une affaire de tous, gouvernants comme gouvernés. Par cette visite, le gouverneur de la région de Niamey et le président de la communauté urbaine ont sûrement compris que pour éviter les inondations à Niamey, il faudra dans les plus brefs délais zoner l'acte à la parole. Toujours en rapport avec les précipitations enregistrées ce matin à Niamey, notre reporter Tahiro Amadou a lui effectué un tour au quartier Losagungu, notre quartier touché par ces inondations. Suivez plutôt. Nous sommes ici à Losagungu, un quartier périphérique de la capitale Niamey dans le 1er arrondissement où les pluies qui se sont abattues ce jour 9 juillet a fait beaucoup de dégâts. Des pluies diluviennes qui ont effondré plusieurs concessions, endommagé beaucoup de matériel et emportant ainsi sur son passage toutes sortes d'objets. Réveillées au petit matin, le pied dans l'eau, les populations pointent du doigt les grands travaux de bitumage de la voie Goudel-Tondibia. Nos maisons sont tombées là-bas, nous souffrons depuis ce matin. Nous souffrons, nous sommes des pauvres ici. On ne peut rien faire, on n'a pas le moyen pour construire. Il faut voir, nous souffrons. L'État n'a qu'à voir ceux qui sont en train de faire comment dirais-je, la route, de faire pitié aux pauvres, s'il vous plaît. La pluie d'hier a fait beaucoup de dégâts et pour cause, un défaut d'évacuation. Depuis le début des travaux de bitumage, le maître d'ouvrage n'a pas prévu de voie de canalisation des eaux de pluie. C'est ce qui a fait en sorte que nous nous sommes retrouvés engloutis par les eaux qui sont drainées depuis Sabara et même Gourou. Des maisons écroulées, des étalages emportés, autant de dégâts qui doit interpeller les autorités et les maîtres d'œuvre du chantier de bitumage de la route Goudel-Tondibia en vue de concevoir une bonne politique de viabilisation de ces quartiers pour parer à d'éventuelles inondations. En attendant, certaines victimes de cette inondation vont dormir à la belle étoile.
Oui, l'installation progressive de la saison des pluies n'est pas sans conséquence pour certaines routes de la capitale qui deviennent du coup impraticables après une pluie. C'est en tout cas ce qui ressort de ce constat signé Omar Hamma. Comme pendant chaque saison des pluies, la ville de Niamey fait face à un sérieux problème. Il s'agit de l'impraticabilité des voies. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les eaux de pluie ont envahi les voies, comme ici à Bobiel, ou encore ici à Banifandou, une situation qui rend le passage difficile aux usagers. Ce que je peux vous avancer vraiment concernant ces voies-là, qui sont impraticables vraiment juste après la pluie, vraiment ce que les autorités municipales n'ont qu'à faire quelque chose vraiment pour pouvoir vraiment réparer les voies-là. Puisque une fois la pluie tombe là, c'est fini, les voies sont impraticables. Surtout nous les taximans qui souffrent, qui vraiment font des va-et-vient sur trop de va-et-vient sur les passages là. On doit lancer un appel aux autorités vraiment de venir en aide pour vraiment et pour sensibiliser surtout les populations. C'est parce que en toute honnêteté, ce n'est pas l'État seul qui doit faire ce genre de travail. Les populations aussi doivent aider vraiment l'État pour arranger vraiment les routes. Selon les usagers, la population et les bonnes volontés doivent aider les autorités à entretenir ces routes afin de diminuer leur calvaire. Nous sommes en hivernage, donc la circulation est vraiment difficile. Et tout ça, c'est parce que l'urbanisation, comme on le voit, n'est vraiment pas parfaite. Elle n'est même pas adaptée, si vous voulez. Donc, moi, je pense que chacun doit s'y mettre, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens ou bien ceux qui ont des problèmes. Et au niveau de leurs habitations, les grands établissements, les sociétés, par exemple, doivent mettre leurs mains à la pâte aussi pour aider vraiment les municipalités. Compte tenu de cette situation, des mesures adéquates doivent être prises afin de faciliter la circulation aux usagers et donner une belle image de notre capitale. Autre aspect de ce journal, après les chefs des institutions, les membres du gouvernement et les députés nationaux, le président de la République a convié hier après-midi les différentes structures des associations islamiques à une séance de rupture collective du jeûne de Ramadan au palais de la présidence. Voyons tout de suite les temps forts de cette séance avec Nourdine Alou. Cette année encore, la tradition a été respectée. Pour ce mois béni du Ramadan, les oulémas à travers les différentes associations islamiques ont été conviés à la rupture collective du jeûne à la présidence de la République. À quelques minutes de l'heure de la rupture, Issoufou Mahamadou fait son apparition dans l'arrière-cour du palais où l'attendaient les religieux. Salutations, quelques poignées de main et quelques mots gentils. Puis autour du chef de l'État, les associations islamiques ont rompu le 10e jeûne de ce mois béni. Place ensuite à la prière du Maghrib. Dans la ferveur et la prière, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger exprime sa satisfaction. Une joie qui anime vraiment la Oumma islamique et surtout les associations islamiques, vraiment cette invitation. Comme vous le savez, le prophète Mohammed a dit que notre guide, celui qui vraiment invite les gens à rompre le jeûne, il aura la récompense de ce jeûne sans qu'on ne diminue de ses vies. Donc nous pouvons que vraiment remercier le chef, le public, de nous avoir invité les associations islamiques pour venir rompre vraiment le jeûne avec lui pour la rupture de ce jeûne et surtout malgré vraiment ses charges. Et vraiment il n'a pas oublié, l'année dernière il l'a fait et cette année aussi il a eu à le faire. Nous pouvons que vraiment prier Allah le Tout-Puissant de l'accompagner dans ses tâches, de le protéger et vraiment de veiller sur notre pays, le Niger. Le chef de l'État a exhorté les oulémas à continuer de prier pour notre pays. Quant à la rupture présidentielle du jeûne du Ramadan, elle se poursuivra jusqu'au 22 juillet.
Le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, est depuis ce matin à Accra, au Ghana, pour le 45e sommet de la CEDEAO. La question de l'adoption d'une monnaie unique sera évoquée lors des travaux qui débuteront demain. Quelle est la mission de la CEDEAO? Combien de pays regroupe-t-elle? Quelles en sont ses institutions? C'est à toutes ces questions que répond Rachida Altine. L'Organisation intergouvernementale ouest-africaine, créée le 28 mai 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et l'intégration, avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Elle compte 15 États membres, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Selon le FMI, en 2012, le PIB PPA, parité de pouvoir d'achat global des États membres de la CEDEAO, s'élève à environ 565 milliards de dollars US, soit environ 282 500 milliards de francs CFA, ce qui en fait la 25e puissance économique du monde. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999. Le 28 mars 2014, la présidence de la CEDEAO a été confiée à John Dramani Mahama, l'actuel président du Ghana. La CEDEAO est composée de 8 institutions principales: la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, le Conseil économique et social, la Cour de justice de la communauté, la Commission, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les 10 et 11 juillet prochains se tiendront à Accra, au Ghana, les travaux du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parmi les thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre figure l'adoption d'une monnaie unique par les États membres de la communauté, et cela afin d'assurer une croissance économique des États et faciliter l'intégration tant prônée. Voilà, merci Rachida Altine pour toutes ces précisions. Et puis le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est depuis hier présent dans la capitale nigérienne. Dr Bernard Aliot est à Niamey sur invitation du ministre des Transports pour assister à la 56e réunion du comité des ministres des États membres de l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar, prévu donc se tenir le 11 juillet prochain à Niamey. C'est Nîmes Kido Jibril pour les précisions. Invité par le ministre des Transports pour assister à la 56e réunion du comité des ministres des États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, qui se tiendra le 11 juillet prochain dans notre capitale. Dr Olomouyiwa Bernard Aliot, président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, est arrivé à Niamey hier après-midi. Premier africain à occuper ce poste, l'arrivée de Dr Olomouyiwa traduit l'excellente coopération qui existe entre le Niger et l'OACI. I'm here on the kind invitation of the Honorable Minister, my friend, who has invited me to visit Niger. M'a invité à visiter le Niger dans le cadre de mes fonctions, mais également j'ai accepté cette invitation avec plaisir. Et également il m'a aussi invité à participer au comité des ministres des États membres de la SECNA qui se tient au même moment. Donc je suis aussi très content d'être au Niger, un pays que j'aime bien. C'est une organisation des Nations Unies qui regroupe 191 États membres. Et donc la mission, c'est d'assurer le développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale. Donc l'OACI élabore les normes et les pratiques recommandées pour les compagnies aériennes, pour les gestionnaires d'aéroports, pour les fournisseurs de services de navigation aérienne, pour garantir une réglementation saine pour la sécurité des passagers et des avions. Et que le Niger est un des pays importants de cette organisation. There's a long-standing and very strong cooperation in many spheres of civil aviation.
Récemment, l'honorable ministre des Transports a fait une mission à l'OACI et pour renforcer cette coopération et pour faire le point. Et donc des pistes ont été déjà dessinées pour renforcer cette coopération. La coopération existe parce que le Niger participe à la commission de navigation aérienne. Cette commission, qui est un organe technique qui élabore les normes et les pratiques recommandées en matière d'aviation civile, donc le socle de la réglementation. Il y a également le fait que le Niger abrite une très grande école dont le directeur est là, notamment l'EAMAC, qui forme donc tous les experts. Et en cela également, c'est un acte de coopération entre le Niger et l'OACI. En plus de ça, donc l'OACI assiste en matière de formation le Niger en ce qui concerne la sûreté aéroportière, par exemple. Donc pour former donc tout le personnel qui assure la sûreté dans nos aérogares. C'est donc une mission d'assistance que l'OACI apporte au Niger. Et cette coopération ne fera qu'avec sa présence ici se renforcer. Cette visite du président du Conseil de l'OACI vise à répondre aux besoins du renforcement de capacités de sûreté et de sécurité de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. L'organisation de l'OACI, qu'un Africain a été élu président de cette instance, c'est extrêmement important. Et de surcroît, un compatriote qui est à côté parce qu'il est nigérian. Donc, lorsque nous avons été, nous avons pensé effectivement que c'est extrêmement important. Les relations étaient cordiales. Et sur place, par rapport effectivement au renforcement de capacité de l'aéroport de Niamey en matière de sûreté et de sécurité, automatiquement, il nous a appuyés et nous avons signé une convention d'entente, ce qu'on appelle un mémorandum d'entente, pour le renforcement des capacités de sûreté et de sécurité au niveau de l'aéroport international de Niamey. Ce qui fait qu'en marge de ce comité des ministres à Sekna, qui va regrouper 18 pays, qui va avoir lieu le 11 juillet, nous l'avons invité à venir. C'est pour la première fois qu'il vient au Niger. Et c'est pour la première fois qu'un président de l'OACI arrive au Niger. Nous avons voulu l'inviter pour qu'il vienne voir effectivement, parce que vu la position géographique du Niger, il est extrêmement important et nous avons besoin de l'appui de l'OACI par rapport à ça. Dr Olomouyiwa est accompagné pour la circonstance par plusieurs cadres de son institution, notamment le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest de l'OACI. Et puis le ministre des Transports a justement reçu en audience ce matin le président de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 4 points relatifs aux actions aéroportuaires étaient au centre des entretiens entre les deux hommes. Suivant le ministre Saleh Seydou. Il faut retenir 4 actions principales. La première action, c'est que, comme vous le savez, le Niger va abriter le 11 juillet la réunion du comité des ministres de la SECNA, réunion qui va consacrer le Niger à le ministre des Transports, j'allais dire, à partir de 11 juillet, va assumer la présidence du conseil des ministres de la SECNA. Et donc nous avons un très grand rôle à jouer. Et vous savez aussi que suite à des entretiens que nous avons eus avec le président de l'OACI, d'ores et déjà nous avons signé un mémorandum d'entente entre le Niger et l'OACI. Ce protocole d'entente, c'est pour améliorer la sécurité, c'est pour améliorer effectivement la navigation aérienne, c'est pour renforcer la formation effectivement du personnel. Nous avons parlé aussi d'un grand projet, un projet de procédure de vol qui concerne tous les pays, sur lequel je crois que nous avons confirmé que nous ferons tout pendant notre mandat pour que ce projet puisse avoir le jour, pour que ce projet puisse se réaliser, pour que ce projet puisse effectivement un projet rentable pour l'amélioration de nos activités aéroportières. Nous avons parlé aussi d'un projet concernant la sûreté et la facilitation des volages. Un projet qui nous concerne aussi extrêmement important, c'est le projet de renforcement des capacités. J'avoue que, entre autres programmes ou bien actions que nous sommes en train de mener, nous allons moderniser l'aéroport de Niamey.
il y a un vaste programme, un vaste chantier de modernisation de l'aéroport de Niamey. Et nous avons porté ça à la connaissance du président, qui l'a vraiment beaucoup apprécié. La modernisation de l'aéroport de Niamey va se poser sur beaucoup d'actions, à savoir l'allongement de la piste actuelle, la construction d'une nouvelle piste pour faire effectivement 2 pistes, et ensuite la construction de ce qu'on appelle taxiways. Taxiways, quand vous prenez l'avion pour aller atterrir ou bien pour aller effectivement pour décoller, vous voyez effectivement au Niger nous avons une seule voie. Ailleurs c'est 3 ou 4 voies. Donc ça va être amélioré. Nous allons aussi dans le cadre de cette modernisation faire en sorte que nous puissions créer une nouvelle aérogare passager. Parce que cet aérogare que vous avez va être transformé en aérogare national. Parce que au vu du trafic, au vu effectivement de nos activités minières dans les différentes régions, nous allons faire une aérogare spécifiquement nationale et une autre aérogare spécifiquement pour les vols internationaux. Bien sûr, avec une interconnexion avec les régions, avec effectivement l'aérogare national et l'aérogare international. Sur de ce journal, le président du parti PNA Alouma, Sanoussi Tambari Jakou, vient d'apporter un démenti sur les prétendues excuses qu'il aurait présentées au président du parti CDS Rama relativement à la candidature de ce dernier au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que de la ligne éditoriale de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. Écoutons un extrait de l'interview qu'il nous a accordé à ce sujet. Entre Maman Ousmane et moi, il y a peut-être quelque chose de ce genre. Nos sentiments ne sont pas partagés certainement et il n'y a pas de réciprocité dans l'amitié et la camaraderie. Je le considérais vraiment comme un petit frère bien-aimé. Et Maman Ousmane me faisait d'ailleurs beaucoup penser à Issa Ibrahim Meno de Zender. Donc, voilà le décor. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, de la façon dont j'estimais mon Ousmane, il ne m'estimait pas comme ça. De la façon dont j'avais de la sympathie pour lui, il n'en avait pas comme ça pour moi. De la façon dont moi, je lui voulais des biens, il ne m'en voulait pas comme ça. De la façon dont moi, je voulais à ce que nous travaillions ensemble pour faire grandir un parti, pour conquérir ensemble le pouvoir, pour le gérer dans l'intérêt du peuple nigérien tout entier, avec des objectifs bien précis. J'ai compris que lui, ce n'était pas comme ça qu'il était. D'autres précisions sur cet entretien que nous a accordé Sanoussi Tambari Jakou demain dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Cérémonie d'installation officielle ce matin au ministère de l'Emploi de la Commission nationale des élections professionnelles CONEF, une institution dont l'objectif est de garantir la représentativité des organisations professionnelles. Al-Mokhtar Kaini. Installer officiellement la Commission nationale des élections professionnelles CONEP en vue de garantir sur des bases saines la représentativité des organisations professionnelles tant d'employeurs que de travailleurs au regard de la pluralité syndicale. Voilà l'objectif de la présente cérémonie. Le président de la dite commission, en prenant la parole, est revenu sur les valeurs de la pluralité syndicale. Certes, la pluralité syndicale, comme je le disais tantôt, favorise, et c'est logique, la démultiplication des organisations syndicales, mais la pertinence du dialogue, qui doit nécessairement accompagner ce processus démocratique, doit, de notre avis, se faire de façon continue et avec des structures suffisamment représentatives que seules les élections professionnelles pourraient aider à déterminer. Le ministre de l'Emploi a pour sa part souligné les grands axes de la CONEP et l'intérêt qu'elle présente pour le dialogue social. Classer et déterminer les organisations professionnelles les plus représentatives à même d'engager et de négocier légitimement avec le gouvernement au nom de l'ensemble des travailleurs ou des employeurs. De garantir une participation plus efficace des travailleurs et des employeurs dans toutes les actions de développement aux côtés des autres partenaires sociaux. De promouvoir et consolider des bases saines de la culture de la paix et du développement à travers un dialogue social sincère, équitable, bénéfique et constructif dans l'intérêt bien compris de notre peuple. Comme vous le voyez, la tenue des élections professionnelles n'est aucunement
pour nous un moyen d'étouffer les libertés syndicales. Bien au contraire, ces élections les renforcent et les consolident, ainsi qu'elles confèrent davantage pragmatisme et vivacité aux relations inter- et intra-organisationnelles. Avec l'installation officielle de la CONEP, tous les regards des travailleurs, employeurs, gouvernement et tout le peuple nigérien seront désormais tournés vers l'institution. Sur un tout autre plan, début ce matin à Niamey, des travaux d'un atelier dit de validation de 5 modules de formation en agropastoralisme organisé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage. Le dit atelier a pour objet de recueillir les propositions d'amendement des différents acteurs concernés afin d'enrichir les documents en vue de leur validation. Imassé. De validation de 5 modules de formation en agropastoralisme s'inscrit dans le cadre des activités du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Un projet qui vise comme objectif de recueillir les propositions d'amendement de tous les acteurs concernés par ce type de formation afin d'enrichir les documents avant d'en produire les versions définitives. Le secrétaire général du FAPCA, prenant part à cet atelier, s'est apaisanti sur l'ordre du jour de ce présent atelier. L'exercice auquel nous vous soumettons au cours de cet atelier qui durera 3 jours est d'analyser minutieusement les 5 modules en aviculture, pisciculture, dépouilles, embouches et techniques de transformation des produits agricoles, d'en relever les insuffisances et de proposer éventuellement des contenus plus affinés afin de nous permettre de disposer de documents adéquats pour le type de formation envisagée. Au vu de la qualité des participants réunis ici, je n'ai aucun doute que les contributions seront de qualité et répondront à nos attentes. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques a, au nom du ministre empêché, remercié les participants pour leur présence massive à cet atelier. Il a par ailleurs souligné toute l'importance que les autorités de la 7e République accordent au secteur de la formation professionnelle afin d'améliorer le niveau de vie des populations. Avec la création du ministère des Enseignements professionnels et techniques et le dynamisme nouveau du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPCA, le gouvernement de la République du Niger veut amener à terme les jeunes Nigériens dans des emplois pour lesquels ils auront été préparés grâce à des dispositifs de formation professionnelle de qualité répondant aux besoins du pays. À l'heure actuelle, les grands travaux de génie civil et les opérations liées aux grandes infrastructures sont exécutés grâce à l'importation de main-d'œuvre étrangère. Il sera bon de créer des stimulants afin d'amener le secteur privé à mettre en valeur des créneaux économiques pour lesquels le Niger dispose d'avantages comparatifs. Aussi et surtout, de multiplier les investissements dans l'enseignement et la formation professionnelle et technique. Durant 3 jours, les participants à cet atelier auront à examiner de fond en comble ces 5 modules afin de recueillir des observations et amendements pertinents en vue de leur validation. Toute autre chose à présent, début hier après-midi de la première édition du concours de lecture du Saint-Coran organisé par la radio RM. Au total, quelques 32 candidats prennent part à ce concours. D'autres précisions avec Mariama Soumana. Cette lecture consacre le lancement de la première édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran appelé Moussabaka, initié par la première radio privée du Niger, RM. Ils sont au total 32 candidats, dont 2 femmes venues des différentes écoles coraniques et médersa de la capitale, à concourir sur l'intégralité ou la moitié du Coran, 15 hizib et exceptionnellement 10 et 3 hizib.
À travers cette première édition, la 104.5 MHz entend elle aussi contribuer à la promotion de la culture islamique à l'image des autres organes de presse de la capitale. Notre radio, la radio RM, cette année organise la Moussabaka ou lecture de son Coran. Parce que tout simplement, c'est une radio, c'est la première radio. Une radio qui a aujourd'hui 20 ans. 20 ans au cours desquels, même une seule fois, cette radio n'a pas pu organiser. Et il se trouve que les autres médias en organisent. Donc nous avons jugé nécessaire de l'organiser cette année pour accompagner la Oumma islamique et en même temps donner des récompenses aux jeunes candidats qui vont s'y inscrire. Les candidats à cette Moussabaka pour leur parlent cette belle initiative de la radio RM qui constitue à leurs yeux un moyen d'encourager l'enseignement islamique et par là même inciter les élèves à maîtriser la lecture du Coran. Qur'an wani yona ke gate iwo kamil naika kamil gati Qur'an izboy do kulo abon naika alhamdulillah ala kulli hal inir ko bay ambori irdi farha irdi ko bayni hanno irga sabu to aidi har hannano aidi yangoga dirgu dura ge television ay kulu imate yakan kine zama wadin no gana ir wani nyak fosin nyai zar islami imin gai wani izai da makaranta imdugi chaw imdugi biniga ka musabaka te yangoga zan musabaka waki gogate zan kaino igoga candika arslam tara fandara o irgo batu am to irga irmo irum chaw musabaka ke alhamdulillah za irman furgidi jina irman furgi chaw jina irsibe wo kango jina nil kubay ke alhamdulillah za nil kubay yamati masha Allah. À noter que le président du comité d'organisation de ce concours a saisi l'occasion pour lancer un vibrant appel à l'endroit des partenaires de la RM ainsi qu'aux bonnes volontés à accompagner cette première édition afin qu'elle soit un succès. Zender, vous le savez, a la triste réputation d'une région où la pénurie d'eau potable est monnaie courante. Consciente que l'eau, c'est la vie, les autorités régionales, à travers un comité ad hoc, s'organisent à mettre fin au calvaire des habitants du Damagaram. Elles ont entrepris plusieurs actions afin de résoudre cet épineux problème. Le reportage de notre correspondant sur place, Moussa Adamou Garba. C'est plus de 5 forages qui ont été construits par l'État nigérien à Zander, et ce, pour renforcer la desserte de la ville en eau potable. Ces forages viennent en renfort aux autres existants. Il vous souviendra que le président de la République a procédé l'année dernière à la pose de la première pierre d'un grand forage à Ganaram. Du début de ce problème à ce jour, c'est plusieurs milliards de francs qui ont été débloqués pour solutionner ce problème, pour assurer de l'eau potable aux populations de Zander. Nous sommes réunis avec les chefs des quartiers, puisqu'ils sont très bien connus, où la pénurie sévit avec une certaine mesure. Ces gens, de concert avec eux, nous avons réceptionné les tanks que le comité a achetés, 20 tanks que le comité a achetés. Il y a aussi 20 bâches que la CIN a mis à la disposition du comité. Très préoccupé par ce problème, le président de la République a envoyé le Premier ministre sur place pour constater de visu l'évolution de tous les projets visant à mettre à la disposition de la population de Zander de l'eau potable en quantité et qualité suffisante. Au cours de cette visite sur le terrain, le constat est là, palpable et indiscutable. Un constat qui nous permet de crier haut et fort que Mamadou Issou est très préoccupé par le problème d'eau à Zander. Nous avons affecté des tanks à nos camions citernes et nous avons affecté des bâches au niveau des gros camions que la CIN louait régulièrement pour chercher de l'eau à la Soraz et mettre à la disposition de ces différentes bâches-là.
Et donc, je vous dis concrètement sur le terrain, chaque matin que Dieu fait, nos camions citernes font 7 tours au niveau du PK14 pour ravitailler les bâches. Contrairement à ce que pensent les individus aux yeux bandés qui s'amusent à saboter par quelque moyen que ce soit le projet de développement des autorités de la 7e République. Le jour où l'eau jaillira des profondeurs de Ganaram, c'est sans nul doute cet individu sceptique aux yeux bandés qui témoignera de ses réalisations. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Vous l'avez constaté, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la H24. Au revoir. Baraka Dunia TV. I'm the bunch. Skip on the country, my friends call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen. Oliver, Oliver Twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't talk that down. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci.